En manchette aujourd'hui, on vous parle du cabas et du randa. Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 28 mars, le dernier du mois de mars, avec la météo qu'on nous annonce en fin de semaine. Alexandre va vous en parler tantôt. Soyez prudents sur les routes parce qu'on veut bien vous revoir lundi. Un petit peu de nouvelles d'élection, bien, on a eu la confirmation de la candidature de Yves Perron. Donc, il a déposé sa candidature directement à Élections Canada. Donc, on peut vous confirmer qu'on a présentement un candidat pour le comté de Berthier-Masquinongé. On s'en va maintenant vous parler un petit peu du cabas et on vous parle de deux sujets. Premièrement, lundi, le 31 mars, dans le cadre des Petites Vues du cabas, vous allez avoir l'ultime gala, donc un spectacle d'humour de près de 2 heures avec quand même des très gros noms. C'était vraiment présenté comme le dernier gala sur la forme présente qu'il y avait avec Juste pour rire. On parle de Yvon Deschamps, Patrick Huard, Louise Augeot, de Martin et Marthe, Mariana Mazza. Puis son dernier gala francophone traditionnel, Juste pour rire, a réuni sur la scène les plus grands noms de l'humour québécois à l'occasion d'un spectacle unique. Plus d'une trentaine d'humoristes vedettes ont livré des performances mémorables. Vraiment un spectacle de qualité. Donc, venez vous sauver de la grisaille lundi avec les températures qu'on aura eues en fin de semaine pour en profiter d'assister aux petites vues. Comme toujours, c'est 3 $ collation et breuvage inclus. Regardons la bande-annonce de cette ultime gala. Je sais pas si tu vas me croire. C'est le dernier gala Juste pour rire. Faudrait pas manquer ça, ça va être historique. Ils m'ont mis à la retraite. Ça achève. On est tous là, nomme-les. Patrick Huard, il est là. Louis-José Hood, il est là. Martin Matt, il est là, lui, avec. Hey, moi aussi, je fais l'ultime gala. T'as l'air content de voir entre la jase. L'ultime gala Juste pour rire avec Yvon Deschamps. Tac, 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 tac. Ça va être fourette. Donc, vraiment très intéressant. En deuxième partie, on vous parle du cabas encore dans notre première partie, mais deuxième sujet du cabas. Et cette fois-ci, ce sont les conférences de M. Boudreau. Et on vous parle d'une petite capsule encore. Cette fois-ci, on vous parle du chemin, pas du chemin du roi, des filles du roi. M. Boudreau parle de ce sujet-là. Et on vous rappelle aussi que la prochaine conférence aura lieu le 8 avril dès 13h30. Regardons cette capsule présentée par M. Paul Boudreau. Alors, on commence donc par le premier sujet qui est les filles du roi. C'est en l'année 1663 que la Nouvelle-France va connaître un changement majeur dans son histoire. L'évolution de la colonie pourrait aller mieux, pensait le roi Louis XIV, qui dès lors prit des mesures drastiques pour normaliser la situation. Un des éléments qui freinait l'expansion de la Nouvelle-France, c'était le déséquilibre entre les deux sexes. En effet, les femmes représentaient seulement 7 % de la population totale de la colonie. Ça ne fait pas les enfants forts. C'était sûrement pas de cette façon qu'on va établir une colonie durable sur les rives du Saint-Laurent. Louis XIV va mettre sur pied une politique qui va permettre à court terme de peupler la Nouvelle-France sur une période de 10 ans. De fait, entre 1663 et 1673, ce sont quelques 800 jeunes femmes françaises qui vont immigrer en Nouvelle-France dans le but de s'y établir et de fonder une famille. Celles-ci, qu'on a surnommées les filles du roi, sont poussées par leur pauvreté à s'inscrire à ce programme. Seulement 12 % d'entre elles étaient issues de la bourgeoisie de la petite noblesse. La vaste majorité de ces filles avaient des parents issus de milieux humbles, comme la paysannerie ou l'artisanat. L'avenir en France, pour elles, s'annonçait sombre, tandis que partir à l'étranger pour fonder un foyer paraissait prometteur et plus attrayant. La générosité du roi s'est chargée des coûts de la traversée. Une somme entre 50 et 100 livres leur était aussi attribuée pour leur éventuelle dot, ainsi que d'autres avantages tels que des outils, des vaches ou des grains. Ces filles, il faut le dire, étaient souvent orphelines de père, dans le cas de 56 %,
ou de mères 19 % ou des deux 11 %, ce qui pouvait expliquer en partie leur condition miséreuse. De quelle région de la France venaient ces filles? Un bon nombre venaient de l'ouest et du nord de la France, notamment de la Normandie, tout comme la majorité des gens déjà présents dans la colonie. Toutefois, la majorité des filles du roi étaient originaires de la région parisienne, où l'hôpital général de Paris a fourni des orphelines, des vagabondes, des femmes abandonnées et des mères célibataires. Le seul hic dans ce recrutement de ces filles, c'est qu'elles sont pour les 2/3 d'entre elles issues d'un milieu urbain, alors que la colonie avait besoin de gens qui iraient, c'est-à-dire à la campagne. Cette transition de milieu va s'ajouter aux autres défis que les filles du roi vont devoir surmonter pour faire de leur vie une réussite. Les autorités de la colonie souhaitaient que les filles se marient peu de temps après leur arrivée. Mission accomplie, puisque la majorité d'entre elles ont trouvé mari en moins de 5 mois, même en moins de 2 mois pour 4 filles sur 10. Il faut dire que ce sont des filles qui choisissaient leur mari et non l'inverse. Les plus futés des colons avaient déjà construit une maison, ce qui leur permettait d'intéresser les meilleures parties. La priorité de ces nouvelles arrivantes était d'avoir un toit au-dessus de leur tête. Le taux de fécondité des filles du roi est élevé. En moyenne, l'intervalle entre la naissance de 2 enfants d'une même fratrie est d'un peu plus de 2 ans. Ces nouvelles familles auront en moyenne 5 ou 6 enfants. Ce taux de fécondité démontre une bonne santé et prouve que ces filles n'étaient pas des prostituées comme certains ont prétendu. Sinon, leur fécondité aurait été beaucoup moindre à cause des maladies vénériennes. Les filles du roi étaient donc des femmes saines et fortes qui ont su très bien s'adapter à la vie en Nouvelle-France, qui, à cette époque, était, pour ainsi dire, en pleine construction. Les filles du roi représentent la moitié des femmes qui ont immigré dans la colonie. C'est pourquoi elles ont joué un rôle crucial dans son développement. À preuve, en 1663, la Nouvelle-France ne comptait que 3000 habitants. Eh bien, grâce à leur apport, rendu à 1673, 10 ans plus tard, cette population avait tout simplement triplé. La place qu'occupent les filles du roi dans le patrimoine génétique du Québec est très importante. C'est pour cette raison qu'il est tout à fait justifié de les baptiser les mères du peuple québécois. Un autre apport important des filles du roi a été de permettre l'adoption de la langue française uniformément à travers toute la colonie. Comme plusieurs de ces filles venaient de la région parisienne où on parlait la langue du roi, elles purent imposer cette langue à certains colons originaires des régions où on parlait un patois francisant. Certaines personnes ont tracé un portrait sombre des filles du roi en les identifiant des filles de joie. Des études récentes ont démontré que le cas de prostitution était extrêmement rare. Au contraire, ces femmes ont démontré beaucoup de courage et d'ardeur au travail, sans parler de leur fécondité qui a enrichi la colonie naissante. Des fêtes de commémoration ont eu lieu en 2013, le 11 juillet pour être précis. 36 jeunes Françaises se sont portées bénévoles pour représenter le premier contingent qui était arrivé dans la colonie ce même jour, mais en 1663. Voyageant à bord du voilier l'Aigle d'Or, elles sont à Québec le jour de l'ouverture des fêtes de la Nouvelle-France. Quelques jours plus tard, elles se sont rendues à Montréal pour le bal des prétendants organisé à la Maison Saint-Gabriel. Le choix de cet endroit n'était pas innocent, car cette maison de ferme de la congrégation de Notre-Dame avait hébergé et servi de lieu de formation aux filles du roi au temps de la Nouvelle-France. 36 prétendants, incarnés par des comédiens, ont accueilli ces filles à leur arrivée à Montréal pour les accompagner en calèche jusqu'à la Maison Saint-Gabriel, où musique, danse et repas de l'époque ont réjoui 350 convives ravis. Une exposition sur les premières filles du roi a été tenue à cette maison. Et 36 plans d'émérocales sont venus
enrichir ce jardin historique en souvenir de leur passage. Les filles du roi ont donc eu une nombreuse descendance dont les ancêtres sont les milliers d'individus qui vivent en Amérique du Nord. Le fait qu'elles venaient d'institutions et de régions de la France où le français était la langue d'usage a pu contribuer à l'uniformisation de la langue française tant souhaitée par Louis XIV. Avec l'envoi des filles du roi, le ministre Colbert a voulu inciter les engagés mâles qui avaient terminé leur mandat, ainsi que les militaires du régiment de Carignan-Salière qui venaient d'être démobilisés, à se trouver une conjointe pour s'établir à demeure en Nouvelle-France. Sur ce, maintenant, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Armois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, le 28 mars, la FADOC de l'Uldipa désire souhaiter bon anniversaire à Gilles Sancartier, Richard Ladouceur et Julie Brissette. Maintenant, pour le 29 mars, encore la FADOC de l'Uldipa souhaite bon anniversaire à Lise Roussel et Nicole Doucet. Et au 30 mars, maintenant, c'est les filles d'Isabelle qui désirent souhaiter bon anniversaire à Sylvie Léveillé. C'est votre anniversaire en fin de semaine. Profitez-en avec votre famille et vos amis pour pouvoir avoir beaucoup de plaisir et partager cette belle journée d'anniversaire. En deuxième partie, maintenant, vous savez, nous avons fait des capsules avec Loranda, avec une participation que nous avons aidé Loranda à faire des capsules sur les aidants naturels. Vraiment un très beau projet que nous avons réalisé. Et nous vous présentons une capsule avec Viviane et Jean-Pierre qui sont aidants naturels pour Marie-Claude. Écoutons cette capsule. Viviane. Puis Jean-Pierre, proche aidant de Marie-Claude. Depuis 3 ans. Claude est né, les parents avaient le même groupe, des groupes sanguins incompatibles, puis les médecins n'ont pas vu. Fait qu'elle est née avec une déficience intellectuelle. On avait comme pris la décision ensemble qu'on s'en occuperait quand sa mère ne pourrait plus le faire. Quand sa mère est tombée très malade, elle a failli mourir, elle s'est emmenée chez nous. À partir de là, ça a été difficile. Très difficile parce qu'elle n'avait jamais eu de suivi. Elle n'avait jamais eu de... Elle n'avait rien, là. Elle était toute seule avec sa mère, puis dans son petit monde de peur. Puis, nous autres, moi, j'ai travaillé dans le système de santé en Nouvelle-Écosse pendant 20 ans. J'avais travaillé avec des gens comme elle. Fait que je savais où aller chercher les ressources. Mais au Québec, pendant la pandémie, c'était une autre histoire. Mais on est venu à bout. On a été bénis. On a eu des gens qui nous ont aidés, qui nous ont ouvert des portes. Puis moi, je pensais que Marie-Claude pouvait avoir une vie remplie
à 50, ben, elle avait 50 ans quand elle était avec nous autres. Puis Marie-Claude avait peur des chiens, Marie-Claude avait peur des chats, Marie-Claude avait peur des maisons, elle avait peur. Des bouteilles d'eau de Javel. Elle fallait tout cacher dans la maison, parce qu'elle avait peur. Mais maintenant, Marie-Claude, elle a 2 chiens, elle a un chat, elle a des activités, elle va travailler. Ouais, mais ça a été du temps plein. Ce matin, tu as vécu ici pendant 1 an et demi? Non, c'était très difficile. C'est la raison pourquoi il a fallu m'en séparer l'envoyer. Elle est allée vivre aux habitations à bord de l'eau. Puis... Mais quand sa mère était là, Marie-Claude a fait des psychoses. Un matin, je me suis levée, je disais à ma tante, ce matin, on s'habille, on s'en va magasiner. Elles ont magasiné quoi? J'ai dit, des places que vous allez rester parce que c'est plus vivable. J'ai dit, c'est vous ou c'est moi? Si vous ne déménagez pas, moi, je vais y aller aux habitations bord de l'eau. Fait que je l'ai fait visiter 2-3 places. Je voulais pas qu'elle s'en aille n'importe où. Parce qu'elle aussi, j'ai dit, elle mérite d'avoir une fin de vie, là, je dis, à 91 ans, là, tu sais, qu'elle peut être bien, puis avoir de l'aide. Puis moi, je suis là aussi, là, tu sais. Puis que sa fille, elle l'avoir, c'est ça qui est normal. Un enfant, il part de la maison, puis il va visiter ses parents. Fait que, elle a déménagé le 1er novembre, ça va faire 2 ans, là, 1er novembre, qu'elle a déménagé. Puis ça va très bien, là. Sa mère savait qu'elle était déficient intellectuel. Elle n'acceptait pas ça. Puis elle a toujours essayé de la faire fonctionner comme quelqu'un de normal, mais elle n'a jamais fonctionné comme quelqu'un de normal. Mais sa mère, de toute façon, faisait tout pour elle. Nous, on y a appris à être plus autonome, on y a appris à être capable de, à son niveau, d'acquérir des connaissances, d'avoir des acquis. Quand on fait quelque chose pour quelqu'un tout le temps, la personne n'apprend pas à se débrouiller. Nous, on a dit, regarde, c'est sûr qu'elle a un niveau qu'elle ne pourra jamais être comme nous, mais il y a des choses qu'elle peut aller chercher, puis elle est fière d'aller chercher. Avec les changements qu'on voit aujourd'hui, on a eu beaucoup d'aide. Moi, la rando, là, quand je les ai connus, là, j'étais accrochée après le téléphone avec Ginette, là. Oh, c'était terrible. La Randa, puis la Myriade, puis... Oui, mais pour moi, là. Ouais. Pour moi, là. Tu sais, quand tu as besoin d'un soutien, mais que toute ta famille dise qu'est-ce que tu as pensé de prendre quelqu'un de même chez vous? Mais on n'était pas capable de faire autrement. Ça s'explique pas, ça se vit, mais m'amener dans le vivre, tu as besoin d'outils. Tu sais, là, j'ai en cherché à elle des outils, là, mais moi, tout, ça m'en prenait. Puis lui, tout, ça m'en prenait. Fait que je disais, ah ouais, on s'en va dans la rando. Nos enfants, nos familles nous encourageaient pas à faire ça. Donc, à un moment donné, la randa nous a montré qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Qu'est-ce qui nous a inspiré? C'est parce qu'on peut... Pour nous, Marie-Claude, c'était pas quelqu'un qu'on pouvait juste tasser. Parce que, veut pas, avec la santé de sa mère puis qu'elle n'a plus son père, elle aurait été tassée. Personne d'autre voulait s'en occuper. Donc, ça serait ramassé dans une maison quelque part, tu sais. Nous autres, on s'est dit, ça va pas juste comme ça, tu sais. Puis, Viviane était beaucoup plus attachée. Donc, on va y aller pleinement. Puis, c'est tout. Mais encore aujourd'hui, vous devriez être à votre retraite, vous devriez voyager, vous devriez... Oui, on voyage pareil, mais moins. Plus s'organiser. Plus s'organiser. Il y a beaucoup de démarches à faire pour que quelqu'un s'occupe d'elle. Puis, c'est pas parce qu'on devient plus vieux qu'on veut devenir inutile. Donc, c'est juste ça. Je la connaissais pas tant que ça, Marie-Claude, parce qu'on a été partis du Québec pendant 40 ans. Fait que le peu de vacances qu'on avait, on a visité nos familles immédiates, là, nos parents puis nos sœurs. Là. Fait que Marie-Claude, je la voyais à l'occasion, mais je sais pas.
Il y a toujours eu j'ai tout le temps dit, on ramasse des animaux, pas qu'il y ait de misère. On ne mettrait pas une personne... bon, on va te mettre là, on ira te voir quand on a le temps. Ça, j'étais pas capable. Puis c'est encore de même, tu sais. Fait que... Jusqu'à temps que nous autres, on soit plus capables de s'en occuper ou qu'elle soit plus autonome. Quand elle sera plus autonome, ça va nous donner le temps de voir et venir puis de trouver une place qui va être pour elle. Marie-Claude, elle fait partie de la famille. Tu sais, on soupe à Emma à table. Elle n'avait jamais fait une brassée de linge de sa vie. Mais là, j'achète les petits pods, là. Fait que ça, je suis assise, elle en met un. La laveuse est toujours prête à partir. Elle fait ses petits lavages. Elle plie son linge, elle fait ses choses. Elle nous aide. Elle est toute fière de l'avoir fait. Quand elle est arrivée ici, elle était toujours en détresse de toutes sortes de choses. Pleurait pour tout et rien. Puis, donc, elle avait des phobies, comme je mentionnais plus tôt, la bouteille d'eau de Javel, des choses comme ça. Mais elle n'a plus rien de ça aujourd'hui. Non. On a trouvé un bon psychiatre. Fait que là, c'est rendez-vous chez le psychiatre, c'est rendez-vous chez le médecin, c'est rendez-vous avec l'association, c'est rendez-vous avec tout. Je gère, en me levant jusqu'à temps que je gère. Mais c'est pas grave, ça va bien. Puis Marie-Claude, elle est présentement parce que j'ai toujours pensé qu'elle pouvait être. Puis si elle avait eu de l'aide jeune, elle aurait pu vivre en appartement supervisé. Mais c'était pas question, sa mère voulait pas, là. Puis moi, ben j'étais trop loin, puis je voulais pas me mêler de rien. Elle s'est emmenée chez nous par obligation, là. À cette époque-là, c'était pas notre mandat, là, ça l'est. Donc... Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 25 mars, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Florence Mirandette, époux de feu Paul Côté, demeurant à Joliette et autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Éric Côté, Julie Côté, Steve Champoux, son petit-fils William-Henri Côté, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Florence Mirandette Côté ne sera pas exposée. Une cérémonie privée aura lieu dans la plus stricte intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 mars, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Pauline Bacon, épouse de M. Raymond Rochette, demeurant à Saint-Cuthbert et autrefois de Saint-Viateur. Lui a précédé Régent et Thérèse Bacon, Suzanne, Claire et Agathe Rochette. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa sœur Lucille Bacon, Jeffta Ferguson, ses belles-sœurs et beaux-frères Denise Rochette, feu Jacques Désy, Louise Rochette, feu Lucien Coutu, Angèle Rochette, feu Jacques Lalande, Marthe Rochette, Alain Guil, sa filleule Chantal Bacon, Christian Alvarez, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 29 mars dès 12h30 au complexe funéraire Efterio. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Pauline Bacon-Rochette sera inhumée au cimetière de Saint-Viateur à une date ultérieure. À la maison Adémar-Dillon, le 12 mars, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Mariette Bonin, demeurant à la résidence Villa Berthier de Berthierville et native de Lanoret. Elle est partie rejoindre ses parents, feu Mathias Bonin et feu Florida Coulombe, son frère feu Léon Bonin et sa sœur feu Lucie Bonin.
Elle laisse dans le deuil ses frères et sa belle-sœur Jean-Marc Bonnet, Juliette Pagé, Vincent Bonnet, Cécile Chrétien, Georges Bonnet, feu Sylvie Etier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Efterio de Berthierville le samedi 5 avril dès midi. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à compter de 15 heures. Madame Mariette Bonnet sera inhumée au cimetière de Lanoret le jour même. À l'hôpital Santa Gabrini, le 17 mars, à l'âge de 60 ans, est décédé M. Gaëtan Turcotte, demeurant à Montréal et natif de Saint-Cuthbert. L'ayant précédé son frère Bruno, il laisse dans le deuil son père Alfred Turcotte, feu Marie-Claire Bérard, son frère Serge Turcotte, Daniel Bergeron, sa sœur Chantal Turcotte, ses neveux et ses nièces, Anne-Sophie, Marie-Alexis, Myriam, Carl, Maxime et Vincent, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 30 mars dès 10 heures au complexe funéraire Efterio et une cérémonie, une liturgie sera présentée à compter de 11h30. M. Gaëtan Turcotte sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 20 mars, à l'âge de 59 ans, est décédé M. Daniel Palombo, époux de Nathalie Maillé, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse et ses enfants, Adriane Palombo, Francis Giroux, Janie Palombo, Stéphane Perrine, Étienne Palombo, Anémone Gauvreau-Fauché, ses petits-enfants, Amélie, Clément et Maëlle, ses sœurs, beaux-frères et sa belle-sœur, Lise Palombo, Alain Moreau, Marie-Josée Palombo, Daniel Plourde, Gérald Gadebois, sa nièce et ses neveux, Audrey Moreau, Gabriel Filiatro, Félix-Antoine et Émeric Grégoire, Kevin Gadebois, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du département d'hémodialyse du CHDL pour les bons soins prodigués à Daniel. La famille vous accueillera le dimanche 30 mars de 13h à 15h au complexe funéraire Efterio. La famille se réunira par la suite pour lui rendre un hommage en toute intimité. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera plutôt nuageux. Une température de -1, un temps ressenti de -4. Vendredi nuit, c'est quelques flocons. Une température de -6, un temps ressenti de -13, moins de 1 cm de neige. Samedi matin, ce sera quelques flocons. Une température de -6, un temps ressenti de -13, environ 1 cm de neige. Samedi après-midi, ce sera quelques flocons. Une température de 0, un temps ressenti de -6, moins de 1 cm de neige. Samedi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de -3, un temps ressenti de -8. Samedi nuit, ce sera un ciel variable. Une température de -6, un temps ressenti de -12. Dimanche matin, ce sera plutôt nuageux. Une température de -5, un temps ressenti de -12. Dimanche après-midi, ce sera de la pluie. Une température de 1, un temps ressenti de -3. Environ 5 mm de pluie et moins de 1 cm de neige. Dimanche soir, ce sera de la pluie, une température de 1, un temps ressenti de -4, environ 5 mm de pluie. Dimanche nuit, ce sera de la pluie, une température de 1, un temps ressenti de -3, environ 5 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.